Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un apport de notions marketing sur ce qu'on appelle traditionnellement les politiques produits. Donc le produit, évidemment, c'est ce qui est au cœur de l'offre de l'entreprise et on va regarder ça d'un peu plus près. Analyse marketing, c'est parti! Alors, pour démarrer en préambule, on démarre toujours par de la définition de la notion. Qu'est-ce que c'est un produit au niveau marketing? Alors, le produit au niveau marketing, on le prend au sens extrêmement large, c'est-à-dire que c'est un bien ou un service. Ça peut être la combinaison d'un bien et d'un service, et c'est offert sur le marché dans le but de satisfaire un besoin ou un désir du consommateur. Jusque-là, que du très classique. On regarde juste après quelques exemples. Alors, ce sont des produits, des éléments physiques comme un stylo, des produits agricoles, alimentaires, comme les oranges que vous avez ici, des produits plus immatériels, des services, comme une assurance ou comme un voyage. Mais on a également des offres qui sont un peu plus combinées ou un peu plus immatérielles. Donc une voiture, c'est un produit physique, mais avec souvent parfois un financement. La carte bleue est également un produit qui combine physique et service. Et puis, on va aller jusqu'à considérer comme des produits des choses qui sont des expériences, comme par exemple un concert de musique ou une expérience dans une salle de spectacle. En marketing, on analyse les produits en considérant qu'ils ont trois niveaux. On va les regarder ensemble. Alors, le premier niveau, c'est le niveau du produit intrinsèque. Je vais essayer de vous prendre un exemple simple à chaque fois. Une pomme. Produit intrinsèque, c'est une pomme. Le produit standard, ça va être un produit qui va avoir un élément en plus, qui pourrait être une fonction spécifique, une marque. La marque, par exemple, Pink Lady, pour la pomme Pink Lady. Ça peut être un produit avec un certain design ou un certain packaging. Je reprends deux autres exemples. Le beurre, produit intrinsèque. Le beurre de la marque Président dans le beurrier Président, beurrier en plastique. Eh bien, on a un produit un peu plus standard. Et puis, on va avoir au-delà de ça, le produit global qui va inclure un système de garantie, parfois un financement, un crédit et un SAV, un service après-vente. Donc là, on pourrait prendre l'exemple typiquement de la voiture. Le produit intrinsèque, c'est la voiture. Ensuite, il va y avoir le design, les fonctions, la marque, et puis la garantie, 100 000 km par exemple, et le crédit qui va avec, et l'assurance, la garantie, le SAV qui va aller après, par exemple dans un service de location de voiture. Et voilà typiquement un produit global. Donc on peut avoir plusieurs niveaux de lecture et plusieurs niveaux de produits, et en fonction de qui est le producteur, quelle est sa taille, quelle est son ambition pour son produit, etc. On peut avoir juste le maraîcher qui vend ses pommes au marché, ou on peut avoir un groupement qui développe une marque de pommes haut de gamme qui s'appelle PPCD avec un packaging spécifique, des campagnes de communication, une garantie de maturité de la pomme, je ne sais pas. D'accord? Voilà pour la partie niveau des produits. On fait un tout petit point maintenant sur les services. Alors, on fait un tout petit point sur les services. On ne va pas très loin parce que dans le cadre du cours ici de développement de commerce international, les services ne sont pas au centre de notre activité, mais on peut développer des choses sur les services avec des spécificités lorsqu'on est sur d'autres secteurs d'activité. Alors, j'arrive pas à le dire. Spécificité des services. Alors, d'abord, un service, c'est intangible. Et donc, comme c'est quelque chose qui n'est pas matériel, l'évaluation du service est souvent très subjective. Si vous passez
devant une caisse, par exemple. Un premier client va trouver que le service offert par la caissière est parfaitement adéquat, et puis vous avez une autre personne qui va trouver que cette caissière pas aimable, qui ne lui a pas répondu, voilà. Donc c'est extrêmement subjectif, l'évaluation du service est difficile parce que en fait c'est le client qui dans sa subjectivité va évaluer le service. Donc on a très souvent une nécessité de donner de la matérialité au service pour avoir déjà une évaluation plus objective. Et ensuite, c'est un moyen de nous aider à vendre ce service. Donc c'est pour ça que lorsque vous allez dans une agence de voyage, par exemple, on va vous donner un catalogue qui va vous permettre de donner de la matérialité au voyage, service que vous achetez. De la même manière, lorsque vous allez dans une banque, une assurance, on va vous remettre une plaquette. C'est un moyen de donner de la matérialité au service qui vous est proposé. Ensuite, un service, il est variable. Variable en fonction du personnel de contact. Je prends un autre exemple. Vous allez passer une journée dans un parc d'attractions et vous tombez que sur des employés avec qui ça se passe pas bien. Eh bien, votre service, il va être nettement moins bien vécu, perçu par le client que le jour où, par exemple, le personnel de contact est en super forme pour une raison X ou Y. Donc c'est très difficile un service d'avoir une homogénéité et une standardisation d'un niveau de service. Et enfin, un service, c'est indivisible. Une nuit d'hôtel, vous ne pouvez pas la fractionner en 2 ou en 3, un tiers de nuit, 2 tiers de nuit, non, c'est pas possible. Il y a une simultanéité entre le moment de la production du service, la nuit d'hôtel par exemple, et le moment où il est distribué et consommé. Tout ça, ça se passe dans le même laps de temps. Et donc, le service, du coup, il est périssable. Un service nuit d'hôtel, eh bien, une fois que la date est passée, eh ben, on ne peut pas le remettre en circulation, hein. Une fois que la nuit est passée, c'est terminé. Un service est donc non stockable. Voilà pour avoir une petite distinction entre les produits physiques qu'on a évoqués tout à l'heure et les services. Tout ça pour vous dire qu'en fait, cette distinction, on trouve encore des produits purs, des services purs, mais dans la réalité, des offres qui nous sont proposées sur le marché par les entreprises, eh bien c'est une distinction qui est de moins en moins marquée. On regarde ça tout de suite. Alors, le service pur est de plus en plus rare et le produit pur aussi. Il y a de plus en plus de la mixité entre produits et services, ce qui permet notamment de prétendre à une meilleure valeur ajoutée, donc offrir une meilleure valeur ajoutée aux clients et donc lui proposer un prix plus élevé et une meilleure marge pour l'entreprise. Donc vous avez ici un petit continuum entre des produits purs, comme par exemple le sel ou du parfum, et puis des activités de service purs, comme par exemple l'enseignement ou la formation, ou encore une consultation de médecine. Et encore là, en médecine, on pourrait tout à fait avoir encore une distinction. Il y a des services de médecine qui sont vraiment du pur service. La consultation, c'est votre généraliste. Et il y a une distinction, une composante produit, par exemple, lorsque vous allez chez un spécialiste qui utilise un appareil spécifique qu'on trouve nulle part ailleurs, par exemple. On va terminer avec une classification des produits, une classification générique qui peut vous donner les premières grandes familles. Mais je vous rappelle qu'on a bien un marché par type de besoin et donc on pourrait affiner par micro-marché. Alors, comment on peut classer des produits? Première classification, première distinction que l'on peut réaliser, c'est celle entre les produits de consommation finale à destination des clients qui vont consommer le produit. Généralement, c'est très souvent du B2C, business to consumer, et les produits industriels qui sont plus destinés à d'autres professionnels. On est plus sur du B2B, business to business.
Dans les produits de consommation finale, on va avoir les produits périssables. Alors évidemment, tous les produits alimentaires en sont, mais pas que. Et les produits de type service. Et on va terminer avec les produits durables. Sous ma tête, là, c'est écrit produits durables, donc des produits qui restent. Dans le cadre du B2B, un produit durable, c'est un non-esthétique. Donc, un canapé, c'est un produit durable. Une pomme, c'est un produit périssable. Une assurance, c'est un service. On va regarder maintenant comment tout ça s'organise, car les produits, figurez-vous, ont une naissance, une croissance, une durée de vie et très souvent une mort. Ce concept s'appelle le cycle de vie du produit. On y va? On commence comme d'habitude par définir le cadre de la notion. Les produits ont une durée de vie limitée. Certains ont une durée de vie très courte, d'autres ont une durée de vie très longue, mais aucun produit n'est illimité dans le temps. D'accord? Et donc chaque produit ou chaque service évolue selon un cycle de vie que l'on va déterminer et examiner aujourd'hui. Chaque phase de ce cycle de vie correspond à une étape spécifique où il va y avoir des problématiques différentes pour l'entreprise qui offre ce produit sur son marché. Et donc, on va avoir des actions marketing différentes et des besoins financiers, des besoins de gestion différents à chaque étape du cycle de vie du produit. Donc, on va chercher à adapter et choisir les bonnes solutions, les bonnes actions en fonction de la phase du cycle de vie du produit. Ce cycle de vie du produit s'inscrit dans un continuum et est très souvent, le plus souvent, schématisé par cette courbe en cloche que vous avez juste derrière moi. Donc, cette courbe, elle combine le volume des ventes et le chiffre d'affaires. Au tout démarrage, quand on lance le produit, quand on le met sur le marché, eh bien, on a un faible volume des ventes, mais par contre, et un faible chiffre d'affaires. En phase de lancement, on va donc avoir un volume qui va s'accroître jusqu'à arriver à une phase de maturité. Et là, dans cette phase de maturité, on observe une phase de plateau avec des ventes qui sont stables. Et vous voyez, j'ai mis dans la représentation que je vous ai choisie. Il y a des petits pointillés sur la phase de maturité. C'est ce que je vous expliquais au début. Il y a des produits qui peuvent durer très longtemps et d'autres pas. C'est cette phase de maturité qui peut être plus ou moins longue, plus ou moins courte en fonction du produit. Le produit tendance de l'été, il a une maturité très courte et il y a des produits qui peuvent avoir une durée de maturité beaucoup plus longue. Donc dans cette phase de plateau, les ventes stagnent, le chiffre d'affaires est stable. Jusqu'au moment où on va avoir une phase de déclin et donc le volume des ventes et le chiffre d'affaires et donc le bénéfice engrangé par l'entreprise va être à ce moment-là en déclin. Donc sur la première partie, on va avoir besoin de mettre de l'argent pour favoriser le lancement du produit et sa croissance. En phase de maturité, on a besoin de peu d'investissement, c'est quelque chose qui tourne, on a juste besoin de maintenir le produit avec un niveau en fait de communication. C'est souvent ici qu'on a juste un effort de communication pour que le client il reste satisfait et puis il y ait quand même un retour en fait, mais voilà, il faut juste que le produit reste à l'esprit du client, que ce soit très, très simple. Et quand on est en phase de déclin, on a deux choix, soit on réinvestit sur le produit, on l'adapte pour lui créer une deuxième jeunesse, hein, la courbe du cycle de vie du produit. Ici, on pourrait, après un déclin, imaginer un nouveau lancement et
une nouvelle croissance. Par exemple, ici, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'est en train de faire, par exemple, la marque Renault, qui relance deux anciens modèles qu'elle avait arrêtés, la 4L et la R5. Donc clairement, après une phase de déclin et même d'arrêt, là, il y a un relancement de ces produits par la marque. Donc c'est un choix de relancer un produit existant qui a bien fonctionné par le passé. On peut le faire tout de suite, en début de phase de déclin ou après avoir arrêté le produit complètement, comme vient de le faire la marque Renault. Mais voilà, on peut juste relooker la voiture, on peut voilà, avoir une voiture avec une phase, je ne sais pas moi combien, 8e génération, où on peut arrêter et reprendre le même concept, l'améliorer et le relancer. Alors, lorsque l'on lance un ou plusieurs produits, qu'on est en entreprise, on a plusieurs stratégies qui sont envisageables. On va regarder 3 grandes stratégies principales et la plupart des lancements se trouvent dans ces 3 stratégies. Première stratégie, la stratégie d'imitation. Elle est assez simple à comprendre. Il s'agit de copier plus ou moins partiellement celui qui a innové en lançant un produit similaire sous sa propre marque. La plupart des marques, par exemple de smartphones, ont commencé en imitant l'innovateur qui était Apple. C'est facile car dans les services, il n'y a pas de protection. C'est moins facile dans la partie produit, ça demande un petit peu de temps, mais voilà, on reprend un concept dont on sait qu'il marche. L'avantage, c'est on va limiter ses risques. Hein. On sait que l'innovateur, et ça a déjà marché, ça veut dire qu'il y a déjà une clientèle qui a déjà un besoin. L'inconvénient, c'est on prend le risque de saturer le marché, de banaliser un produit qui va perdre en valeur ajoutée. Donc il y a un calcul à faire lorsque l'on choisit une stratégie d'imitation qui est très souvent de chercher d'avoir un avantage concurrentiel par une domination par les coûts, c'est-à-dire d'avoir moins de coûts que celui qui a innové pour pouvoir proposer un produit équivalent mais moins cher. La deuxième grande stratégie que je vous propose d'examiner, c'est la stratégie d'adaptation. Donc, elle consiste à transformer et adapter l'existant en fonction des nouveaux besoins des clients et en fonction des concurrents. L'avantage, c'est que l'investissement est limité et donc le risque financier est beaucoup plus faible. L'inconvénient, c'est qu'on va très peu se différencier de la concurrence et on peut perdre en avantage concurrentiel. Encore une fois, ici, il faut avoir soit dans cette adaptation quelque chose de différenciant. Alors très souvent, là, on va travailler notre image de marque, le relationnel avec le client, et on va travailler cette partie-là d'adaptation pour avoir finalement un avantage qui soit peu coûteux à mettre en place. Et puis, en dernier, on retrouve la stratégie d'innovation. Alors, on fait un petit focus avec la CEJM, hein, innovation Schumpeter. Donc, innover, c'est inventer un nouveau produit ou un nouveau concept de service qui n'a encore jamais été proposé. La véritable innovation repose sur l'invention pure. Et ça présente comme inconvénient, c'est que ça nécessite des investissements lourds, que le risque d'échec peut être élevé. Mais l'avantage, c'est que ça permet d'être au moins un moment seul sur un marché et d'acquérir un savoir-faire et une renommée importante, et donc d'avoir un train d'avance, un avantage concurrentiel significatif, le temps que les concurrents viennent vous chercher. Alors, on va avoir plusieurs types d'adaptations et on va en regarder 3. La première, c'est l'adaptation commerciale du produit.
L'objectif, c'est de faciliter l'acceptation du produit par la cible de clients. Quand on est sur des produits industriels, les biens d'équipement ne nécessitent pas forcément beaucoup d'adaptation. Si vous vendez des boulons, eh bien, c'est assez standardisé. Les boulons en France, les boulons aux États-Unis et les boulons en Chine, grosso modo, sont les mêmes. Vous travaillez votre taille de boulon et voilà. Il n'y a pas une adaptation extrêmement importante. Par contre, les produits de grande consommation à destination des clients finaux en B2C nécessitent beaucoup plus d'adaptation aux besoins de la clientèle du marché export. Donc on peut faire le choix d'exporter dans des pays qui sont culturellement proches, comme par exemple la marque italienne de canapés poltrone et sofa, qui a choisi de s'implanter à l'international sur des pays qui sont proches de leur pays d'origine, l'Italie. Donc ils sont implantés en France, en Allemagne, en Belgique, à Chypre et en Suisse. Donc on reste géographiquement sur des pays qui sont proches, on reste également culturellement sur des pays qui sont proches. Plus on va choisir un marché export éloigné culturellement, plus le besoin d'adaptation potentiellement sera important. Deuxième type d'adaptation du produit lorsque l'on exporte, c'est l'adaptation du packaging. On va devoir s'adapter aux habitudes de consommation du pays dans lequel on va s'implanter. On va s'adapter à la taille, par exemple, des conditionnements. En Allemagne, les conditionnements des yaourts sont plus grands que ceux de la France. On va également devoir s'adapter aux contraintes logistiques du transport. Il faut que le produit arrive en bon état. Il faut que ce soit facile à mettre en palette, facile à mettre en container. Et enfin, on va devoir s'adapter au code culturel du pays cible. Par exemple, le sel de Guérande, si vous allez sur le site de Walmart, eh bien vous vous apercevez que le sel de Guérande est proposé par la coopérative locale avec les mêmes packaging que ceux que nous trouvons, mais qu'à côté de ça, les autres marques proposent des packaging beaucoup plus haut de gamme, avec des sachets conservation hermétique, avec également des packaging très marqués gastronomie. Et donc, c'est une question que pourrait se poser la coopérative agricole du sel de Guérande, de est-ce que je continue à proposer sur ce marché les mêmes packaging que ceux que nous on trouve ici, c'est-à-dire un sachet plastique, ou est-ce que je propose à ma clientèle US un packaging plus haut de gamme, plus adapté à l'idée et à la consommation américaine du sel naturel, qui est une consommation très haut de gamme pour les Américains. Enfin, le respect des normes. Nous avons la chance en Europe d'avoir en cours mais voilà, une forme d'uniformisation de nos normes. Nous avons des normes européennes assez strictes, hein. Nous sommes parmi les plus stricts concernant les normes santé, hygiène et sécurité du consommateur, et pour la préservation de la planète également. Et on va chercher ici à garantir un niveau de qualité, hein. C'est l'idée des normes qui sont pratiquées dans les différentes zones du monde. Et donc, on doit faire attention à respecter la norme internationale, les normes internationales, mais également la norme nationale ou régionale du pays vers lequel on exporte. Alors, pour garantir effectivement le niveau de qualité, mais aussi pour garantir d'éviter le rejet douanier. Alors, je vous ai fait une petite recherche et je vous ai trouvé 3 exemples d'adaptation de produits à l'international. Et évidemment,
on va retravailler tout ça en cours de manière beaucoup plus concrète avec des cas. Premier cas, celui de la compote de Materne, la Pom'Pot. Le nom Pom'Pot, lorsque Materne s'est lancé sur le marché US, est absolument imprononçable pour les Américains. Donc, le nom de la Pom'Pot aux États-Unis est devenu Go Go Squeeze. Donc, quelque chose de beaucoup plus facile à prononcer pour des personnes anglophones. Ensuite, ils ont dû adapter le format. Ils sont passés à un format qui est de 90 grammes. Et ils ont également adapté le produit avec des saveurs locales, et notamment la saveur pomme cannelle, qui n'est pas présente en France, mais qui est très prisée des anglo-saxons et des américains. Et avec ce format-là, ils ont eu un grand succès avec leur compote en gourde. Deuxième adaptation, les biscuits Saint-Michel. Alors c'est pareil, vous allez sur le site de Walmart et que vous cherchez des biscuits Saint-Michel, vous allez les trouver assez facilement. Et vous allez vous apercevoir que ils proposent non pas les petits biscuits que nous avons, la petite galette, mais la grande galette, plus adaptée à la demande de la clientèle US, que le packaging a également changé. C'est pas du tout le packaging un peu jaune, orangé qu'on connaît avec le logo de Saint-Michel, mais c'est un packaging qui évoque beaucoup plus l'univers français avec côté moulin Paris. Et ils ont également adapté la présentation de leurs madeleines lorsqu'ils les ont développées en Corée du Sud. Les madeleines, vous savez, ont un côté coquille et un côté bombé, ventru. Et les Coréens apprécient et achètent beaucoup plus la madeleine lorsqu'ils voient le côté coquille et non pas le côté bombé. Donc le packaging a été adapté pour que le petit ventre de la madeleine soit vers le bas et la coquille visible vers le haut pour être plus adapté au goût esthétique de la Corée du Sud. Ils ont également insisté sur le côté Made in France avec le côté bleu, blanc, rouge qu'on trouve très souvent lorsque les fabricants d'agroalimentaire français vont à l'étranger. Et puis, l'adaptation aux normes internationales. Alors, vous savez que la France a la particularité d'avoir beaucoup de fromages et des fromages au lait cru. Eh bien, il y a un certain nombre de pays qui refusent nos fromages au lait cru. Leurs normes ne le permettent pas. Et donc, il y a donc des affinages et des adaptations qui sont faites par les producteurs de fromage pour pouvoir exporter, notamment aux États-Unis et au Canada. Et donc, il y a un travail qui est fait pour pouvoir exporter les fromages français, uniquement des fromages pasteurisés, et avec donc des normes sanitaires très importantes ici, puisque notamment il y a du transport donc, sur ces produits. C'est particulièrement intéressant. On va s'intéresser maintenant à des entreprises peut-être un peu plus grandes et en tout cas qui ont plusieurs offres de produits. Et on va s'intéresser à comment, quand je suis responsable marketing du développement international, mais aussi comment, quand je suis commercial, je présente l'ensemble de l'offre de mon entreprise lorsque je vais prospecter. On va commencer par travailler la notion de gamme. Vous l'avez déjà vu. Je suis désolée. La gamme, donc c'est l'ensemble de produits d'une même catégorie commercialisés par la même entreprise et ou sous la même marque. Et donc, ce sont des produits qui sont liés entre eux parce qu'ils vont avoir la même cible de clientèle, répondre aux mêmes besoins et ils vont être dans les mêmes points de vente. Par exemple, les gammes du groupe ERAM. Donc, on trouve différentes gammes. La gamme ERAM, donc les chaussures que vous connaissez, donc accessibles. On est sur de l'entrée de gamme. La gamme Bocage et la gamme Mellow Yellow, où on est sur des chaussures éco-conçues, 100% en cuir, très stylées. Donc on est sur une gamme plus premium. La marque TBS qui propose de l'habillement et des chaussures de sport. Donc là, on est sur un segment sportswear. La marque Monlimar qui propose
du textile homme, pareil, éco-conçu. La marque Cécile, il s'agit ici de baskets réparables et recyclables éco-conçues. La marque Gémeaux qui va présenter des chaussures et de l'habillement pour toute la famille sur un segment vraiment d'entrée de gamme. Dresco, c'est leur marque blanche, c'est-à-dire que vous voulez faire fabriquer des chaussures par Eram, eh bien c'est Dresco qui va vous le faire. Et donc si vous allez sur le site de la marque Eram et vous voyez Dresco, ils annoncent quelques partenariats pour lesquels ils fabriquent. Parade, c'est leur marque à destination des vêtements de travail, notamment des chaussures de sécurité et vêtements de travail. Et juste derrière ma tête, il s'agit également des vêtements de travail, mais plus à destination du personnel de contact dans les hôtelleries et la restauration. Donc, le groupe Eram propose différentes marques et à l'intérieur, on va avoir différentes offres de produits adaptés à un univers et un positionnement spécifique. Dans les produits d'une gamme, on va trouver des produits qu'on appelle d'appel. C'est les produits les plus vendus et souvent les moins chers. Si on regarde la gamme de l'entreprise Saint-Michel, que je reprends parce qu'on l'a déjà évoqué en cours, eh bien, les produits emblématiques de Saint-Michel, c'est la galette, toute simple, et la madeleine. On va également avoir un produit dit de base ou un produit leader. Ici, j'ai pris un autre exemple local. Il s'agit de la distillerie Giffard, pour qui le produit de base, le produit leader, le plus vendu et le plus connu, ce sera la menthe pastille, qui est le premier produit qui a été conçu à l'origine par le fondateur et qui est aujourd'hui le produit phare. Ce produit phare peut être accompagné de différentes gammes et de différentes offres, et on peut avoir un produit dit de spécialité qui va être vraiment spécifique. Ici, Giffard propose un produit de spécialité, une gamme de spiritueux sans alcool. Donc on retrouve, vous voyez, un certain nombre d'éléments. Donc dès que vous voyez dans un bar et que vous prenez un Virgin quelque chose, par exemple un Virgin Spritz, eh bien probablement il s'agit d'un sirop Giffard sans alcool qui sert de base à votre cocktail, à votre mocktail, pardon. On a cette gamme ici à destination soit des particuliers, mais aussi de la restauration et des barman. On va avoir également des produits périphériques, c'est-à-dire qui viennent en plus, en complément, et qui ne sont pas forcément des produits qui étaient là à la base. Donc si je reste sur Giffard, par exemple, donc la distillerie à Angers, eh bien vous avez dans les locaux et à côté des locaux de Giffard que vous pouvez visiter, vous avez un escape game à réaliser, voilà, pour pouvoir avoir des produits, typiquement un mix de services et de produits, et un produit périphérique pour cette marque. Quand on a une ou plusieurs gammes, comment est-ce qu'on analyse une gamme? Alors, on l'analyse avec cette dimension, et vous aurez une fiche ressource pour compléter ce que je vais vous dire. On l'analyse selon 3 critères: sa largeur, c'est-à-dire le nombre de lignes de produits, le nombre de familles de produits, la profondeur de la ligne de produit, le nombre de modèles ou de versions du produit, et la longueur de gamme, le nombre total de produits différents composant la gamme. Je ne m'attarde pas dessus pour que la vidéo ne soit pas trop longue, et fiche ressources disponible. Ensuite, on peut faire une analyse en termes de portefeuille de produits. C'est l'ensemble des gammes et des références qu'une entreprise propose à la vente. Donc, typiquement, lorsque je vous ai présenté tout à l'heure la gamme de l'entreprise Eram, on était sur un portefeuille de gammes et de produits. D'accord ? Donc, on va pouvoir analyser les différents portefeuilles produits
pour optimiser la rentabilité de l'entreprise. Et pour ça, on va utiliser une grille. Alors, je vais vous en proposer une qui est très connue. Il y en a d'autres depuis, mais celle-ci est particulièrement connue et facile à appréhender. Et je la trouve encore toujours très pertinente. C'est la matrice du BCG. On y va, c'est parti. Alors, la matrice du BCG. BCG, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Boston Consulting Group. C'est un grand cabinet de conseil en marketing. Et cette matrice a été conçue par les personnes qui y travaillent il y a déjà quelques années. C'est pas du tout un concept qui est nouveau. Donc, elle consiste à analyser et à placer, quand on a suffisamment de produits, les produits dans 4 catégories. En fonction de quoi? Le taux de croissance du marché et la part de marché relative que l'entreprise dispose, réalise sur ce marché. On va commencer par la droite du graphique. Donc on a les produits vedettes, ce sont des produits qui ont une forte croissance et où l'entreprise a une part de marché relativement faible. Ça se discute. Ils rapportent de l'argent, ils s'autofinancent et ils contribuent à la croissance de l'entreprise. Donc ça, ce sont les produits vedettes qu'on appelle également, parfois vous trouverez en produits stars. Les produits vache à lait, ce sont des produits qui sont plutôt en fin de phase de maturité. Ils sont très rentables, ils contribuent un peu de moins en moins à la croissance. Ils sont extrêmement stables, mais rentables. On a rentabilisé tous nos investissements sur ces produits. Et donc, ce sont des produits qui vont être très vite, qui sont en fin de phase de maturité, qui vont passer en phase de déclin. Et donc, les produits en phase de déclin, ils vont être plutôt en produits dilemme ou en produits poids morts. Donc, les produits poids morts, ils ne contribuent ni à la croissance, ni au profit. Donc, un poids mort, ça peut être un produit en phase de lancement. Donc, on va voir si on continue. Ou ça peut être des produits qui sont complètement en phase de déclin et on peut décider de s'en séparer puisque ce sont des poids morts. Et puis, les produits dilemme, ils réclament des liquidités, on a besoin d'investir pour pouvoir développer ces produits parce qu'ils sont sur un marché en forte croissance. Donc on est plutôt sur des produits en phase de lancement, d'accord, avec un marché qui décolle. Alors qu'un produit pas mort, on est en phase de lancement, mais le marché, est-ce qu'il va décoller, est-ce qu'il n'a pas décollé? On est encore en interrogation, en tout cas. Au moment où ils sont en point mort, le marché, le taux de croissance est faible. J'ai envie de dire, on démarre tous par un produit poids mort et on finit par un produit poids mort. On va être un produit dilemme à 2 périodes. Lorsqu'on est au début de la phase de lancement du cycle de vie des produits et lorsqu'on est en déclin. Et entre-temps, les produits vont être vedettes au démarrage en phase pleinement de croissance et le début de maturité et vache à lait en fin de maturité. Voilà, ça vous fait déjà un petit aperçu, un bon aperçu des éléments qu'il faut connaître pour pouvoir analyser une politique produit. Merci de votre attention.